Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux à être connectés et à participer à ce nouveau webinaire. Donc, je suis Baptiste Bruno, directeur commercial de Quorum l'Épargne, et je suis accompagné de Frédéric Puzin, fondateur de Quorum, et Jonathan Wasserman, président de Quorum l'Épargne, qui est l'entité de distribution Quorum. Bonsoir messieurs. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Alors, nous sommes là ce soir pour évoquer l'année passée, l'année 2020, et également, évidemment, c'était le titre de ce webinaire, les performances. Donc je vous propose de démarrer. Et avant cela, je voulais toutes et tous vous remercier, puisqu'on a reçu une centaine de questions suite à l'envoi de cette invitation. Donc nous allons en traiter une très grande partie pendant ce webinaire. Comme vous l'avez vu dans le programme, il y a une séance de questions-réponses à la fin. J'espère que nous pourrons répondre à un maximum de questions, et sinon nous tâcherons d'y répondre plus tard. Mais l'objectif est évidemment de répondre à un maximum de questions en séance, et sachez que vous nous avez aidé à construire ce webinaire. Messieurs, Jonathan. Donc sur la première partie, on va aborder cette partie sur comment nous avons vécu 2020. Ce n'est pas le premier webinaire et ce ne sera pas le dernier, mais voilà, revenir un peu sur 2020 qui a été une année très particulière, et notamment sur la partie immobilière. Frédéric, je te laisse. Oui, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Oui, année particulière. On a vécu quelque chose qu'on n'avait encore jamais vécu dans le passé. Une crise sanitaire, évidemment, d'une très forte ampleur, et puis une crise économique qui l'accompagnait et avec laquelle nous n'en avons pas fini. Donc pour nos SCPI, et pour vos SCPI, ça s'est traduit par environ 30% des locataires, un tiers des locataires qui ont émis des demandes. Alors des demandes variées, qui allaient de la simple annulation, de demande d'annulation du loyer sur une période, ou simplement le fait de nous dire, écoutez, je vais peut-être avoir des problèmes, il faudrait qu'on en parle dans quelques temps. Donc ça a représenté au total 12,4% des loyers annuels, l'ensemble de ces demandes sur l'année. Donc 30% des locataires exprimant des demandes qui représentaient 12,4% des loyers annuels. Et in fine, ces demandes, pour près d'un tiers, même 2 tiers, elles se sont avérées non fondées. Ça représente 8,1% sur les 12,4% initiaux. À hauteur de 1%, on a concédé des baisses des loyers. À hauteur de 2,1%, c'est des demandes qui sont toujours en cours de traitement. Alors on est plutôt sur la deuxième vague, et elles sont en cours d'analyse et on va y répondre en 2021. Et puis pour 1,2%, ce sont simplement des échelonnements de paiement qui n'ont aucun impact sur le rendement de la SCPI, mais qui ont un impact sur sa trésorerie. Voilà. Donc globalement, un impact, somme toute, très limité, et donc très limité également sur le rendement. Okay. Merci Frédéric. Jonathan, sur la partie des fonds obligataires, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cette expertise notamment et sur la façon dont la crise a été traversée? Donc sur le marché obligataire, aussi une année très très particulière, puisque crise exceptionnelle. Alors avec une chose qui n'a jamais été faite par le passé lors des précédentes crises, c'est le taux d'aide de toutes les banques centrales européennes et de chaque pays, et donc une aide sans limite aux entreprises. Donc ce qui se traduit par quoi? Par un taux de défaut. Donc le taux de défaut, c'est lorsqu'une entreprise ne rembourse plus son emprunt. Un taux de défaut qui n'est que de 5% en 2020 sur les entreprises qui ont émis de la dette obligataire. Dans notre portefeuille Quorum, ça se traduit par quoi? Ça se traduit uniquement par une entreprise qui est en défaut. Donc en défaut, ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas payé à un moment son échéance de crédit. Et cette entreprise qui a représenté 0,30% du portefeuille, que je peux citer, qui est connue, c'est l'entreprise Selecta. Donc Selecta, c'est quoi? C'est les machines qui distribuent des boissons lorsque vous êtes en gare, en aéroport, dans les collèges, les autoroutes. Et donc qui a subi de plein fouet la crise, puisque confinement, plus personne ne circule. Et donc Selecta qui a eu un défaut en début d'année 2020. Et donc un taux de défaut finalement beaucoup plus bas que ce qui avait été annoncé au mois de mars. Exactement. Okay. Merci Jonathan. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, Frédéric, et dès le début de nos webinaires, quand on a commencé à prendre la parole à partir du 16 ou 17 mars. Qu'en est-il du prix de part? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisque les valeurs d'expertise sont passées?
Je te laisse la parole. Voilà, donc on est parti fin 2019, il y a un peu plus d'un an, avec une valeur du patrimoine qui était supérieure de près de 4% pour Quorum Origine et 4,4% pour Quorum XL à la valeur de la part. Donc on avait une part qui était plutôt sous-cotée par rapport à la valeur réelle du patrimoine. Évidemment, en début d'année, au cours du premier trimestre et jusqu'en on va dire fin février, on avait travaillé à un projet d'augmentation du prix de part. Et puis devant les événements, d'abord la crise sanitaire et puis ensuite les conséquences économiques, on a jugé prudent de ne pas augmenter ce prix de part. Pour anticiper une éventuelle baisse des expertises, que ce soit cette année ou dans les années à venir. Donc pour la deuxième fois, en novembre sur Quorum Origine, on n'a pas augmenté le prix de part. En 2017, de mémoire, c'était parce qu'on considérait que le marché immobilier était déjà très élevé. En 2020, ça a été par prudence. Et donc, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un bon matelas, une bonne sécurité sur la visibilité de nos prix de part par rapport à la valeur du patrimoine qui s'est très bien tenue fin 2020. Ok. Et est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus sur 2021 ? Est-ce qu'il y a des augmentations de prix de part ou, dans le pire des cas, une baisse de prix de part ? Alors d'abord, mon cher Baptiste, je te remercie pour la question piège, mais tu sais que je ne peux pas répondre pour des raisons évidentes de conflit d'intérêt à cette question. Je ne peux pas susciter l'engouement par avance. Non, soyons réalistes. 2021, la pandémie, elle est toujours avec nous. Elle est sans doute encore là jusqu'au milieu de l'année, voire peut-être même jusqu'à la fin du troisième trimestre. Passons un nouvel été en compagnie de ce cher virus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la crise économique va continuer. Donc il faut rester prudent. Il faut saisir les opportunités. En même temps, il faut qu'on garde cette sécurité sur ce matelas, cette poire pour la soif, comme j'aime à le dire, par rapport au prix de part et comparativement aux valeurs d'expertise. Donc non, il n'y aura pas d'augmentation du prix de part en 2021. Merci. Alors, on a un sujet qui est assez intéressant parce que la crise, on vient de parler de la SCPI, du comportement des locataires, des impacts sur le paiement des loyers et donc sur la SCPI. Mais il y a aussi d'autres impacts qui ont concerné les épargnants. Et je pense que c'est intéressant, Jonathan, que tu nous partages ce qu'on a vécu, nous, très concrètement, en termes de conséquences de l'épidémie parmi nos clients et nos associés. Et ça fait aussi partie des questions qu'on a reçues, donc ça tombe très bien, des clients qui se posaient la question de la liquidité, de savoir s'ils pouvaient sortir ou non. Et on voit ici les volumes. Jonathan, je te laisse en dire un peu plus. Très simplement, en 2019, qui représente une année normale sur la SCPI, les reventes de parts ont représenté 0,34% de la totalité. Donc un chiffre très faible, et en pleine pandémie, donc 2020, c'est le double, mais ça représente que 0,70% de la taille totale des fonds. Donc très très faible retrait. Pourquoi ? Parce que la SCPI, c'est un produit immobilier qui doit se voir sur le long terme. Et en fait, ça s'explique, non pas principalement, mais par quelques facteurs qui sont à droite de votre écran. Et on le voit dans les médias tous les jours, un taux de divorce qui a explosé en 2020. Et des décès, malheureusement liés au Covid, qui ont aussi énormément augmenté en 2020. Donc la traduction très concrète de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours au sein de vos SCPI. Très bien, merci. Est-ce que du coup, Frédéric, on peut faire le point sur ce qui s'est passé en termes d'investissement et quelles sont les acquisitions qui ont été réalisées et éventuellement les nouveaux pays? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc on n'a pas passé que l'année 2020 à échanger avec nos locataires et à les aider, à les accompagner. On a aussi continué à investir l'épargne que vous nous avez confiée. Et pour Quorum XL, notamment, on a bénéficié d'opportunités parce que le marché immobilier s'est retourné dans certains pays. Alors retourné, pas de façon brutale, mais en tout cas, certains investisseurs ont eu besoin de vendre parce qu'ils avaient besoin de liquidité. Et donc c'est ainsi que le patrimoine de nos SCPI est constitué, par exemple, de 2 concessions Tesla. Ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer un an avant. Pourquoi ? Parce que les prix sur les bâtiments occupés par ce locataire sont très élevés et donc offrent peu de rendement. On a aussi eu l'opportunité d'investir au Canada. Alors ça, c'est une première pour une SCPI, premier investissement outre-Atlantique. Et on ne l'a pas fait pour être les premiers à le faire. On l'a juste fait parce qu'on a eu en 2020 les conditions réunies pour faire un bon investissement, à bon prix, avec un rendement intéressant et dans un emplacement qui était intéressant aussi.
Et puis, un locataire emblématique. Là aussi, on n'aurait pas imaginé pouvoir avoir un tel locataire compte tenu de la qualité de la signature de ce locataire et du nombre d'investisseurs qui se battent pour avoir Google dans leurs immeubles. Mais aujourd'hui, on a Google comme locataire. Donc Google à Dublin. À Dublin pour Orion, les SCPI que nous avons lancés en 2020. Et puis alors, on a su être opportuniste à l'investissement, mais on est aussi opportuniste à la vente. Évidemment, il y a par moment à l'investissement des fenêtres qui s'ouvrent, qui sont favorables parce qu'il y a moins d'investisseurs, donc les prix baissent. En tout cas, on a plus de facilité pour négocier à l'achat. Ça peut être le cas aussi à la vente. Voilà, il y a une petite musique qui a consisté à faire croire que la logistique, c'était le nouveau pinacle de l'immobilier. Donc, les investisseurs se ruent sur la logistique. Et ce qui est très intéressant, parce que quand vous avez de la logistique dans votre patrimoine, du coup, vous pouvez le vendre dans de très bonnes conditions. Alors, c'est d'autant plus intéressant si vous l'avez acheté quelques années plus tôt, à un moment où les gens étaient moins intéressés par la logistique. Donc, on a revendu en 2020, au niveau de Corum Origine, 3 plateformes logistiques en Espagne, en dégageant de belles plus-values. Et une de ces plateformes, notamment, est une filiale du groupe Inditex Zara. Voilà, donc on l'a vendu dans très bonnes conditions à des investisseurs anglo-saxons. Ok, merci. Je rappelle que ces plus-values ont été distribuées lors du 2e semestre de cette année, que vous avez touché sous forme de dividendes exceptionnels, puisqu'il s'agissait de plus-values sur des reventes. Pour les associés de Corum Origine. Pour les associés de Corum Origine, précisément. Venons-en aux résultats. Alors, on va peut-être déjà vous parler un peu de nous, puis on va vous donner quelques informations sur le groupe Corum. Donc nous, notre attitude pendant cette crise au niveau de l'entreprise, ça a été de continuer à travailler sur les projets de développement. Voilà, et on a continué à développer l'entreprise. On a maintenu notre plan de recrutement, puisque on a fait près d'une 50aine de recrutements en 2020, donc plus 25% de collaborateurs. On a maintenu le lancement de notre projet de compagnie d'assurance. On a lancé notre compagnie d'assurance qui s'appelle Corum Life, qui est la première compagnie d'assurance vie créée en France depuis 30 ans. On a maintenu nos efforts en matière de recherche et développement. Il faut savoir que chez Corum, il y a une structure dédiée à la recherche et développement, notamment sur la partie immobilière, qui est composée de 3 personnes. Et c'est grâce à cette cellule qu'on a pu identifier l'opportunité d'investir outre-Atlantique, donc au Canada. Et enfin, on a contenu notre effort, l'investissement sur toute notre partie technologique et digitale. Et notamment, c'est une partie qui a été très importante en 2020, notamment dans le cadre des négociations avec les locataires, pour avoir beaucoup d'informations, beaucoup de données et des données à jour sur qui étaient nos locataires, leur solidité financière et les informations qu'on pouvait avoir sur elles. On a au sein de Corum 3 personnes qui travaillent notamment à l'analyse des données de façon générale dans toutes nos bases et ça nous permet d'être extrêmement précis dans nos négociations. Ok, merci. La collecte, Jonathan, en quoi 2020 a été une année un peu différente des autres? Alors, c'est une année déjà avec 4 trimestres, ce qui est très différent. 4 trimestres, comme vous le voyez sur votre écran, 4 trimestres qui ont été tous très différents. Premier trimestre, et comme vous le savez, on a démarré très doucement. Pourquoi? Parce que la collecte, et donc la collecte d'épargne, est limitée pour préserver les performances. C'est-à-dire qu'on ne collecte jamais plus ce que l'on est capable de bien investir pour savoir les rendements et pour atteindre nos objectifs. Donc premier trimestre, assez limité. Et puis deuxième trimestre, on rentre en plein dans la pandémie, donc baisse de la collecte. Et dès le deuxième trimestre, dès la fin du deuxième trimestre, on voit que nous sommes en croissance pour finir sur un très très bon 4e trimestre. Donc tu parlais tout à l'heure, Baptiste, des reventes et de la facilité de revendre ses parts. Ces chiffres indiquent qu'il y a toujours de plus en plus d'épargnants au sein de Corum. Et donc, s'il y a plus de nouveaux épargnants, c'est-à-dire que les anciens épargnants qui ont besoin de revendre peuvent revendre quand ils le souhaitent. Ok, très bien. Les performances à présent, Frédéric? Alors, les performances. Corum Origine, on a un objectif de 6%. Et donc en 2020, l'objectif a été atteint avec 6% de rendement. Et tu as dû, excuse-moi de te couper, mais tu as dû piocher dans le report à nouveau pour délivrer cette performance? Ah, alors ça c'est une très bonne question. Non, on n'a pas eu besoin de piocher dans le report à nouveau pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de report à nouveau dans nos SCPI
Et je rappelle la raison pour laquelle il n'y a pas de besoin de report à nouveau. D'abord, on a confiance dans notre gestion, donc on n'a pas besoin de mettre de l'argent de côté à une époque pour le relâcher à l'autre afin de lisser les résultats. Voilà, on estime qu'on est capable de maintenir la performance quelles que soient les circonstances. Et en tout cas, on se donne les conditions d'y arriver. Et le fait de limiter la collecte, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Jonathan, début 2020, ça rentrait parfaitement dans cet objectif. On investit et on prend la collecte que l'on est capable d'investir pour tenir nos objectifs. Et l'autre point, c'est que le report à nouveau, comme tu le sais, Baptiste, c'est absolument inéquitable entre les porteurs, puisqu'il faut savoir qu'une SCPI, on n'est pas imposé sur le dividende qu'on reçoit, mais sur le résultat. Donc si on verse moins de dividendes que l'on a de résultats pour faire du report à nouveau, on paye l'impôt. Et les jours où on partage ce report à nouveau avec de nouveaux associés, puisque les SCPI se développent et grandissent, on va avoir payé un impôt d'un résultat qu'on ne verra pas, mais le nouvel associé va toucher ce résultat et lui ne sera pas imposé. Donc voilà pourquoi on ne fait pas de report à nouveau chez Quorum. Ok. Très bien. Si on peut le traduire très simplement par un exemple, si on prend une fiche de salaire, vous avez un salaire de 100, au lieu de toucher vos 100, vous touchez que 90, vous êtes imposé toujours sur les 100, et les 10 de delta vont être répartis entre vous, mais tous les nouveaux employés qui rentrent dans l'entreprise après vous. Donc vous avez payé de l'impôt sur une somme que vous ne toucherez plus jamais. Donc c'est pour ça qu'on parle de non-équité entre les associés, et c'est pour ça qu'on ne fait pas de report à nouveau. Et je ne pense pas, Baptiste, que tu sois d'accord si on faisait ça sur ton bulletin de paye. Pas vraiment. Passons à Quorum XL. Peut-être une question sur, Ouais. le dividende. sur le dernier dividende de décembre. Il y a eu un certain nombre de questions par rapport à ça et je pense que Frédéric, tu vas pouvoir y répondre parce qu'on voit que l'objectif est rempli et tenu et malgré le contexte que l'on a traversé en 2020. Et néanmoins, on a des questions par rapport au dividende de décembre qui a été plus bas que les différents dividendes de l'année. Donc même si l'objectif est atteint, le virement qui a été reçu par les épargnants de Quorum Origine autour du 11 ou 12 janvier, il était nettement plus bas, de l'ordre de 15 à 20%. Oui, alors en fait d'abord voilà, c'est formidable que voilà, on fait un dividende mensuel et que tout le monde regarde son dividende mensuel. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les performances et l'argent qu'on gère, il est concret, il arrive tous les mois sur le compte bancaire et vous y êtes attentif. Donc ça c'est sans doute la meilleure récompense qu'on puisse avoir pour avoir initié ce dividende mensuel. Ça fait 4 ans qu'on le fait. Je pense que si vous regardez tous les ans les dividendes mensuels dans ce qui s'est passé, tous les ans, il y a 1 mois ou 2 mois dans l'année où il y a un creux, le dividende baisse, puis ça remonte derrière. Donc là, cette année, c'est tombé au mois de décembre. Donc c'est peut-être une mauvaise période, mais en tout cas, il est tombé au mois de décembre pour une bonne et simple raison. C'est que comme tous les ans, par moment, on passe des provisions pour des travaux. Le patrimoine fait un peu plus de 2 milliards. Donc on a passé une provision qui doit représenter 0,1% du patrimoine. C'est normal. Il y a plus de 200 immeubles dans le patrimoine. Par moment, il y a des travaux à réaliser. Ou en tout cas, il faut prévoir de faire des travaux. En l'occurrence, on prévoit de faire des travaux à l'avenir. Il n'y a absolument rien de certain sur certains de ces travaux, mais on est plutôt prudent et on préfère anticiper plutôt que de vous faire subir dans l'avenir. Voilà. Donc, rien d'anormal, ne vous inquiétez pas. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Ce n'est pas une baisse de loyer, c'est juste des provisions pour anticiper des travaux dans les années à venir. Okay. Ce n'est pas puisqu'on a eu aussi, je crois, eu la question, ce n'est pas une nouvelle tendance pour 2021. Ça n'a rien à voir avec le Covid en soi et l'objectif est toujours de 6% en 2021 sur Quorum Origine, comme depuis sa création depuis 2012. Oui, et on a une bonne visibilité sur 2021. Okay. Parfait. Est-ce que nous pouvons passer à Quorum XL dont l'objectif est de 5%, je le rappelle? Oui, objectif de 5% et cette année 5,66%. Ce n'est pas la meilleure année qu'on ait faite avec Quorum XL. Voilà, on a été extrêmement prudent avec Quorum XL au début du Covid. Vous savez, Quorum XL investit hors la zone euro. On avait beaucoup d'argent à investir. On a gelé certains investissements pour attendre un petit peu de voir ce qui se passait hors de la zone euro. Et puis à partir de la fin du 3e trimestre et du 4e trimestre, on a accéléré les investissements, dont Canada par exemple, ou un certain nombre d'opérations en Angleterre qui sont faites avec un cours de la livre plus intéressant qu'en début d'année, avec des opérations qu'on a pu acheter à meilleur prix. Donc c'est juste une vitesse d'investissement un peu plus lente. Et en tout cas, on a été moins performant que les années précédentes. Mais je vous l'ai expliqué, c'était dans le cadre de la gestion et de marquer au bon investissement
les bons moments d'investissement et de privilégier l'avenir. Voilà, donc rien de particulier, notamment des encaissements qui sont normatifs pour les Et loyers. une performance toujours nettement au-delà de l'objectif. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les investissements de Quorum XL? On a parlé tout à l'heure, tu avais donné quelques exemples sur les slides précédentes. On a souvent cette question qui revient. Est-ce qu'on n'a pas peur d'investir au Royaume-Uni avec ce qui se passe avec le Brexit, pour lequel un accord a été trouvé, mais il y a encore une situation qui est compliquée. Pourquoi a-t-on plus de 50% du patrimoine de Quorum XL au Royaume-Uni? Mais on va continuer. On espère le plus longtemps possible. Et je crois qu'on l'avait évoqué l'année dernière, enfin en tout cas on l'avait dit dans des éditos du bulletin trimestriel d'information. L'année dernière, fin décembre, la livre était remontée à près de 1,18. On avait une livre pour 1,18 € et on pensait que 2021 allait être l'arrêt de l'investissement en Angleterre parce que la livre allait trop remonter, que le marché immobilier aussi donnait des tendances haussières. Le Covid a tout rebattu. C'est-à-dire qu'on estime qu'à un certain niveau, c'est plus intéressant d'arrêter en Angleterre. Et puis, comme on avait acheté à 1,12, il était temps peut-être de prendre nos plus-values. Le Covid a tout rebattu. Boris Johnson nous a aidés. Et puis, tout le cinéma qu'il y a eu sur la fin de l'année avec le Brexit nous a aussi aidés. Ça a permis de maintenir un cours de la livre très bas. Et on s'en félicite, puisque historiquement, on ne peut pas acheter plus bas avec le cours de la livre. Et l'immobilier est encore plus favorable que dans le passé. Donc en moyenne, cette année, on a acheté aux environs de 1,12. Le cours moyen de la livre sur l'année, c'est 1,12. Aujourd'hui, je crois qu'on est remonté à 1,13. Voilà. Et l'ensemble du portefeuille a été acheté aux environs des 1,12. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et nous, on est extrêmement confiants. Quorum XL, c'est pour nous, c'est véritablement un enjeu important. Et on est complètement convaincus de cette stratégie. Okay. Est-ce qu'on peut envisager des plus-values sur Quorum XL à terme, comme on a pu le faire cette année, en 2020 en tout cas sur Quorum Royal? Évidemment, mais il faut être un tout petit peu patient, on dit depuis le début. Et je vais redonner une image que j'aime donner souvent sur Quorum XL. On se souvient qu'avant le Brexit, en tout cas j'aime à rappeler qu'avant le Brexit, il y a quand même des investisseurs qui allaient acheter et qui expliquaient que le Royaume-Uni c'était formidable, avec une livre à 1,40 et des actifs qui valaient des rendements de 4%. Donc qui valaient très cher, c'est-à-dire des actifs qui ramenaient peu, ils les achetaient très cher par rapport au montant des loyers. Nous on achète en moyenne une livre à 1,12 et on achète le même immeuble à 6%. Donc je veux pas en dire plus, mais on est complètement convaincu du timing et du tempo. On a bien utilisé le Brexit. Le Covid nous aide encore, et je l'espère, pour quelques mois. Boris Johnson est un homme politique formidable dans le cadre de notre stratégie. Il maintient la livre basse. Quorum XL, à l'avenir, doit être en mesure de dégager des plus-values, et on est convaincu de ça. Okay. Juste pour préciser, quand on achète un immeuble à 4%, le marché acheté à 4% et on achète un immeuble à 6%, c'est le rendement de l'immeuble. C'est-à-dire que pour 100, on achète un immeuble 100, il nous redonne 6 de loyer. Ouais. Juste pour préciser. Alors on l'achète moins cher. Voilà, alors que le même immeuble avant, il fallait l'acheter 130 pour avoir le même loyer. Quand on achète 6%, on achète moins cher quand on l'achète à 4. Ok, merci à tous les deux. Orion, Frédéric? Orion, on avait un objectif de 4,5%. On a une tradition chez Quorum, c'est qu'on aime bien tenir nos objectifs, et dès la première année. Donc Orion, cette année, va tenir son objectif avec un peu plus de 10%. Ok. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus ce 10%, parce que c'est quand même très au-delà de l'objectif? Oui, c'est interdit? Non, c'est pas interdit, c'est même bienvenu, mais est-ce que tu peux l'expliquer? Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire et la cosmologie des SCPI, mais pour vous expliquer ça très simplement, vous pouvez regarder depuis les 15 dernières années. Généralement, quand une SCPI se crée, la première année, elle fait peu, voire pas de dividendes. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous partez d'une SCPI qui est toute petite, au fait, qui n'existe pas, et puis vous commencez à lever des fonds. Le problème, c'est que pour lever des fonds, ensuite, il faut les investir. En moyenne, pour investir, il faut 5 mois. Alors ça, c'est la moyenne. Mais comme au départ, la collecte est faible, et puis elle s'accélère tout doucement, vous allez retrouver à avoir un minimum d'argent entre les mains avant de pouvoir investir et acheter un actif. Il faut un minimum d'argent. Et puis ensuite, vous allez encore attendre avant d'acheter un deuxième immeuble. Bon. Donc c'est ça qui explique qu'une SCPI, normalement au démarrage, elle a très peu de rentabilité. Généralement, la rentabilité normative, elle arrive au bout de 3 ans. Première année, vous êtes à 0 près, ou proche. La deuxième année, vous faites à peu près la moitié de ce que vous pensiez faire. Puis la troisième année, ça commence à être à maturité.
nous, depuis le début chez Quorum, on a développé en fait une pratique, une forme de technologie qui consiste à utiliser ce phénomène de la petite taille de la SCPI, au contraire, pour créer beaucoup de valeur. Et comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que plutôt que d'attendre d'avoir un minimum d'argent pour investir, en fait, on arrive à bloquer des opérations avec des investisseurs, à les mettre de côté, parce qu'il faut arriver à faire patienter l'investisseur. On arrive aussi à mettre en place des solutions de financement qui permettent d'anticiper un petit peu la collecte, ce qui fait que dès que l'argent arrive, dès que votre argent, vous épargnant, arrive, on l'investit au moment T. Et ce qui fait que le délai moyen d'investissement d'Orion cette année n'a pas été de 5 mois, il a plutôt été de 1 mois et demi. Voilà. Donc plutôt que de pénaliser les nouveaux associés qui arrivent en ayant des rendements qui sont très faibles au démarrage, chez Quorum, on a plutôt la position inverse. On fait tout pour que les premiers associés qui arrivent, ils prennent quelque part une forme de risque. Évidemment, quand on est innovant dans quelque chose et qu'on participe à quelque chose de neuf, normalement, on peut imaginer qu'on essuie les pots cassés. C'est vrai en tout domaine. Nous, on estime que cette prise de risque-là, elle doit être récompensée. Plutôt que d'être punie, nous, on récompense l'associé, le porteur de part, et il bénéficie d'une surperformance. En gros, il bénéficie de tous les loyers qui sont transformés en dividendes grâce à l'argent de toute la collecte qui arrive. Et plus vous allez arriver tard, et plus évidemment, moins vous serez récompensé. Ok, merci. Donc, rapidement, les performances de Quorum Origine, donc depuis sa création en 2012, avec son objectif de 6%. Et en dessous, vous voyez la moyenne du marché. Donc sur 2020, c'est une moyenne à 4%. C'est moyenne théorique. Moyenne théorique, et ce sont les prévisions du marché. Donc toujours Origine qui a tenu son objectif depuis 9 ans. Ouais, on peut quand même souligner qu'en 2020, avoir un produit d'épargne qui délivre 6%, avec une histoire depuis 9 ans qui bégayait, avec toujours un objectif tenu. Et nous, ce qui nous importe, c'est de tenir l'objectif. Si on peut faire mieux, tant mieux, mais tenir l'objectif. Voilà, quel est le produit d'épargne en 2020 qui peut afficher de tels résultats sur la durée et dans le contexte qu'on a tenu en 2020. Voilà, c'est juste la preuve que en étant raisonnable dans les investissements, en n'allant pas dans une course à l'échalote en termes de prix d'achat, en étant très attentif, en étant aussi ambitieux. C'est-à-dire que quand on a investi dès 2012 en Espagne, alors que le marché était très bas, on a fait de très belles affaires. On l'a fait ensuite aux Pays-Bas. On l'a fait ensuite dans d'autres pays avec des locataires solides, avec des baux très long terme. Et donc en étant proche de l'économie réelle et surtout en étant finalement très diversifié, c'est ce qui explique une partie de ces résultats dans le temps. Et puis aussi au fait que cette SCPI est très bien résisté à la crise. Merci. La même chose sur Quorum XL. Alors on parlait de Quorum XL et tu parlais de plus-value tout à l'heure. Il faut quand même rappeler que Quorum XL est très récente, elle a été créée en 2017. Sa taille est proche du milliard, donc une très très belle SCPI, et qui a aussi toujours été au-dessus de son objectif de 5%. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Jonathan, sur l'expertise obligataire du groupe? Alors, beaucoup d'entre vous connaissent Quorum sur la partie immobilière et nos SCPI. Une partie qui est un peu moins connue, c'est la partie de gestion obligataire du groupe, qui existe depuis elle aussi 10 ans, mais qui a donc sa taille, c'est un peu plus de 570 millions d'euros d'épargne gérée à l'échelle du groupe qui fait 4 milliards. Donc voilà, 570 millions sur à peu près 4 milliards. Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est qu'une obligation? Alors une obligation, c'est très simple. On parle de sociétés que vous connaissez tous, Netflix, Burger King, Picard, Darty, qui ont besoin pour leur développement d'argent. Donc, et au lieu de se tourner vers leur banque, elles peuvent aussi se tourner vers leur banque, mais ne récupèrent pas assez d'argent de leur banque, et donc se tournent vers les marchés pour financer leur développement. Donc pour emprunter. Elles font un emprunt. Elles font un emprunt. Qu'elles saucissonnent en actions. Exactement. Et on joue, et vous jouez le rôle de banque. Et l'emprunteur, c'est une société dans laquelle vous êtes parfois client. Donc votre épargne, elle part directement dans l'entreprise. Dans l'économie réelle, tu parlais d'économie réelle tout à l'heure, avec les immeubles, les locataires qui payent un loyer et qui ont une activité. L'obligation, c'est la vraie économie réelle, puisque vous financez, vous jouez le rôle de banque pour développer les sociétés. Donc c'est vraiment des intérêts, qui vous paye un intérêt, qui rembourse le capital et qui vous paye un intérêt. Donc
cette activité qui existe depuis 10 ans en interne était uniquement réservée à ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Donc c'est des caisses de retraite, des assurances, des fonds de pension en France mais également en Europe. Et on a décidé dès 2018 avec le lancement de Quorum Eco de proposer cette activité aux épargnants grand public. Donc aujourd'hui c'est 150 clients institutionnels et c'est en 2020 plus de 2200 épargnants grand public sur cette activité. Alors Frédéric a parlé des performances de la partie immobilière. On va parler des performances de la partie obligataire. Et juste, alors vous le voyez en bas à gauche de votre écran, ce qu'on appelle un indice, c'est ce qui représente en fait le marché. Si je comparais ça aux actions, on parlerait du CAC 40, l'indice CAC 40, qui représente les 40 plus grosses capitalisations boursières. L'indice HE20 représente l'ensemble des obligations qui ont une notation notée B. Alors c'est peut-être un terme technique, mais les notées B qui ont une durée de plus d'1 an et qui ont une taille supérieure à 100 millions d'euros. Et qu'on prend toutes ces obligations et ça fait une performance. Et donc la performance 2020 de cet indice, c'est il est même négatif, c'est moins 0,39%. Et de notre côté, nous avons 4 fonds obligataires. Donc BCO qui a une performance de 2,08. BCO qui est notre plus gros fonds obligataire, qui est le plus ancien. Il a une stratégie qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Et sa particularité n'est pas de surperformer le marché ou d'être le meilleur fonds du marché. Sa particularité, c'est d'avoir une très bonne performance, mais surtout d'éviter et de préserver le capital. Donc d'éviter tous les aléas et la volatilité, donc les mouvements sur le marché. Ça, c'est BCO. Quorum BEHY, sa performance 2020, c'est 3,24%, donc toujours une performance positive. Et ça, c'est un fonds qui va aller chercher, un fonds obligataire qui va aller chercher de la performance dans les marchés positifs. Quorum BSD, performance de 10,34, donc sur les 2 derniers fonds, je vais juste parler de la performance juste après. BSD, c'est un fonds qu'on peut assimiler à un fonds monétaire, donc un fonds court terme, un fonds de placement de trésorerie. Et le dernier, Quorum Smart ESG, c'est un fonds qui a le label ISR, donc investissement socialement responsable, et donc qui sélectionne des entreprises qui rentrent dans ces critères sociétaux. Donc sur ces 2 fonds qui ont des performances hors marché, ça a une explication, c'est que le lancement de ces fonds a été fait le 25 mars 2020, donc au plus bas du marché. Et donc ils ne reflètent pas la réalité du marché, c'est qu'ils ont été ils ont démarré au plus bas et ils ont pris que la hausse jusqu'à la fin d'année. Donc ils n'ont pas vocation tous les ans à faire cette performance-là. Malheureusement non. Voilà, malheureusement non, mais il faut le souligner et bien être conscient de ça. Voilà. Je parlais de BCO tout à l'heure, qui était notre fonds principal. Sur ce graphique, vous voyez tout simplement les performances qui sont les bâtonnets de BCO. Et en pointillé, c'est l'indice HE20. Et donc on voit que parfois l'indice, parfois il est supérieur à notre fonds. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je parlais de volatilité tout à l'heure, donc des fluctuations de la performance, notre fonds n'a jamais été négatif. Et on le voit beaucoup plus particulièrement sur cette diapositive, où ce même indice qui est toujours en pointillé, on voit des très grosses baisses, et BCO n'a jamais connu ces baisses et n'a jamais fini négativement. Pour illustrer un dernier... Sur une année. Sur une année. Il n'a jamais fini négativement sur une année. Et pour illustrer ce propos, au pire moment du Covid, l'indice, qui représente toutes les obligations, avait baissé de moins 20%. Le CAC avait baissé de moins 40%. L'indice obligataire de moins 20%. Et notre fonds BCO a baissé au maximum de moins 7%. Et en 6 mois, il a reconstitué sa valeur. En moins de 6 mois, il a reconstitué sa valeur. Et tu peux nous donner, puisque cette stratégie elle a été appliquée à plusieurs fonds depuis 10 ans, dont BCO, tu peux nous donner la performance moyenne de cette stratégie obligataire que nous avons? Alors, bien sûr, déjà, je vais vous donner la performance moyenne du marché, toujours de cet indice, qui est de l'ordre de 5,6%. Et cette stratégie-là a une performance moyenne sur 10 ans de supérieure à 6%, 6,5%. Avec comme particularité, c'est ce que montre ce graphique, de ne jamais être négative sur une année. C'est ce qu'on voyait sur le graphique précédent. Ce qui est plutôt tous les ans positif. Exceptionnel sur ce marché-là. Alors, un exemple, tu parlais de Tesla tout à l'heure, qui était une entreprise
compliqué hors Covid parce que très très cher. Moi, je vais vous parler d'un autre exemple d'investissement sur la partie obligataire, c'est CMA-CGM. Donc, c'est une des compagnies leaders dans le domaine du fret maritime. Merci Frédéric. Cette entreprise avait quelques difficultés début 2020, donc ce n'était pas une entreprise sur laquelle on pouvait compter. Et en fait, le Covid a complètement rebattu les cartes pour plusieurs raisons. C'est que déjà, le fret aérien était inexistant. On a eu un boom du e-commerce grâce au confinement. Et puis le dernier impact positif, c'est plus de circulation, donc baisse du pétrole. Et donc ça a été une année exceptionnelle pour CMA-CGM. Donc une entreprise qu'on regardait de loin a été l'une des stars de nos portefeuilles obligataires. Parce que pour bien comprendre, Jonathan, donc, le chiffre d'affaires stimulé par le boom du e-commerce, avec beaucoup d'importations, notamment entre la Chine et le reste du monde, c'est ça? Et les USA principalement. Voilà. Comme il n'y a plus d'avions pour faire du transport de fret, c'est les bateaux qui en profitent. Exactement. Et donc les bateaux sont utilisés à plein, ils transportent beaucoup de marchandises, donc ils sont affrétés en permanence, donc c'est du très bon chiffre d'affaires pour la compagnie. Et en plus, la compagnie a moins de charges puisque le prix du pétrole baisse. Exactement. Donc c'est tout bénéf. Alors qu'effectivement, il y a un an, on n'était pas du tout dans ce contexte-là pour cette société. Et en plus, cette société qui était énormément endettée et a pu refinancer sa dette avec les conditions qu'elle a connues. Merci. Quorum Life. Oui, alors Quorum Life, comme on aime bien les défis chez Quorum, voilà, ça c'est pour la boutade. Mais donc on a lancé Quorum Life le 16 mars 2020. Voilà, c'était une décision. On avait ce projet. Voilà, oui, il y a une crise. Oui, il y a un environnement qui peut paraître compliqué, mais nous, on regarde long terme et on construit pour le long terme. Donc, on a lancé notre compagnie d'assurance qui a offert son premier contrat. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le contrat, Jonathan? Le contrat Quorum Life, il a deux particularités. C'est qu'il n'y a aucun frais qui est lié au contrat. Donc, en fait, c'est quoi une assurance vie? C'est une enveloppe fiscale, c'est-à-dire que l'épargnant a un avantage fiscal et dans cette enveloppe, il va choisir les produits qu'il met dedans. Alors, tu peux nous dire pourquoi est-ce que l'épargnant a un avantage fiscal à mettre ses placements dans l'assurance vie? C'est une bonne question. Pourquoi il a un avantage? C'est que tout épargnant a le droit de bénéficier de cette enveloppe. Donc c'est sans engagement. Ah si, bien sûr, il a une contrepartie d'engagement, c'est un engagement dans la durée et qui est normalement de 8 ans minimum. D'accord, donc il n'y a rien sans rien. On a un gain fiscal, mais enfin l'État nous fait un cadeau. En contrepartie, il vous dit, monsieur l'épargnant, je vous fais un cadeau, mais en contrepartie, vous allez bloquer votre épargne sur le long terme, sur 8 ans. Donc on voit bien que ça paraît poussiéreux, l'assurance vie, mais c'est quand même d'une grande modernité par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc la grande innovation, c'est un concept qui existe déjà, c'est du producteur au consommateur. Et en fait, nous n'avons aucun frais au niveau de la compagnie d'assurance vie. C'est-à-dire qu'un épargnant qui souscrit dans nos SCPI ou dans nos fonds obligataires en direct, il aura les frais qui sont liés soit à la SCPI, soit au fonds obligataire. S'il souscrit via le contrat Quorum Life, il aura exactement les mêmes frais. Il ne paiera pas en plus son avantage fiscal. Et ça, on peut le faire parce qu'on gère aussi les fonds obligataires et les SCPI. L'assureur ne prend pas de frais, mais les produits que l'on met à l'intérieur de l'assurance vie, eux, conservent les mêmes frais, ni plus ni moins. Ouais, enfin, Jonathan et Baptiste, vous êtes gentils, mais il y a un petit bémol, c'est qu'on ne peut pas trouver dans notre contrat d'autres produits que les produits Quorum. C'est la contrepartie. C'est une contrainte. C'est une contrainte, et c'est en même temps un avantage, c'est que la vision et la gamme est connue et on la gère nous-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de frais. Et l'autre point important, c'est la garantie à 100% du capital investi en cas de décès jusqu'à 65 ans. Donc ça, c'est une garantie qui est offerte, qui existe généralement en assurance vie et qui est généralement payante. C'est payant par une prime. Par une prime et qui est sur option, payante sur option. Donc en synthèse, on n'y trouve que les produits Quorum. Les 6 produits. Les 6 produits Quorum, donc 2 SCPI et 4 fonds obligataires. Exactement. Ça, c'est un avantage, peut-être, si on est convaincu par les produits Quorum, mais c'est aussi un inconvénient, parce qu'on ne trouve que ces produits-là. Et de l'autre côté, il n'y a pas de frais propres à la compagnie, c'est-à-dire que vous souscrivez en direct aux produits Quorum ou via la compagnie, c'est les mêmes frais. Et puis on a une garantie de capital investi, donc en les frais, liés aux produits en tant que tel. En cas de décès jusqu'à 65 ans. Exactement. Donc on est protégé sur son capital en cas de décès. Exactement. Moi, je me permets juste de compléter par rapport à ce que tu viens de dire, Frédéric, sur les 8 ans où on considérait que les fonds sont bloqués. Non,
La fiscalité est avantageuse une fois qu'on a passé les 8 ans, donc il y a des abattements et c'est plus intéressant fiscalement. Mais les fonds restent disponibles pendant ces 8 ans. Donc ce n'est pas bloqué, c'est simplement que c'est plus intéressant fiscalement au bout des 8 ans. La compagnie je garantit réagis à une question du chat. La compagnie garantit la liquidité à tout moment. Exactement. Tout à fait. Parlons. Oui, déjà peut-être préciser quelles sont les différentes possibilités sur Quorum Life et notamment présenter ces profils, puisqu'ils correspondent à des profils. Il y a 2 possibilités sur Quorum Life. Ce qu'on appelle alors, en jargon technique la gestion profilée, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un profil que la société, la compagnie propose. Donc c'est nous qui les avons définis. C'est nous qui les avons définis. Concrètement, c'est quoi un profil? Un profil, c'est une enveloppe dans laquelle on va mettre un peu de SCPI, un pourcentage de SCPI, un pourcentage de fonds obligataires. Et suivant les profils, tu auras plus d'immobilier ou plus d'obligataires. D'accord, donc Quorum Life IMO, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'IMO que sur le profil Quorum Life entreprise, c'est ça? Exactement, et le profil Quorum Life équilibre, il est équilibré. D'accord. Et le Smart ISR? Le Smart ISR, il va vers des entreprises qui sont labellisées ISR et donc il va plus vers notre fonds Quorum Smart ESG. D'accord. C'est pour ça qu'il affiche une telle performance, puisque le fonds obligataire Smart ESG a une performance extraordinaire cette année. Exactement. Jonathan, est-ce qu'on peut investir 100% en SCPI? Non, tu ne peux pas investir 100% en SCPI. Le maximum, c'est 55% d'immobilier. Et pour une bonne raison, c'est que l'immobilier, on sait que c'est sur du long terme. Et d'un autre côté, la compagnie doit garantir la liquidité à tout moment aux épargnants. Donc on ne pourrait pas mettre 100% d'immobilier, et c'est pour cela que c'est un maximum de 55%. Autre point, donc tu as 4 profils possibles, mais tu peux choisir une gestion, ce qu'on appelle libre, et faire ta sélection toi-même entre les 6 fonds. Okay. Les perspectives 2021. Pardon Baptiste. Non, mais c'était juste que tu es passé assez vite sur les profils et leurs performances, donc c'est pas grave. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que oui, je crois que tu as un profil équilibré, tu as un profil préféré qui est le profil équilibré, c'est ça? C'est le profil que l'on met en avant, parce que c'est dans ce profil que tu retrouves tous les fonds Quorum, donc 5,6% en 2020, alors peu de compagnies communiquent sur les profils qui sont en dehors des fonds euros, mais 5,6%, voilà, c'est une très très belle performance dès la première année dans un contexte Covid. Une question qui est revenue sur le chat à plusieurs reprises, est-ce que si un épargnant, un associé est déjà propriétaire de parts de Quorum Origine ou Quorum XL en direct, est-ce qu'il peut les loger dans son contrat d'assurance vie? Est-ce qu'il pourrait les transférer dans ce contrat d'assurance vie? Non, malheureusement, ce n'est pas possible, puisque lorsque vous êtes détenteur d'un contrat d'assurance vie, vous n'êtes pas propriétaire directement des parts, c'est l'assureur qui est propriétaire des parts. Or, quand vous êtes détenteur de parts en direct, c'est vous qui êtes propriétaire. Donc, il faudrait les vendre à la compagnie d'assurance vie pour les remettre dans un contrat, ce qui n'est pas possible. C'est possible, mais il y a un problème fiscal. Il y a un problème. Il y a des droits d'enregistrement et donc c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et est-ce qu'on peut faire souscrire, c'est une autre question qui revient, est-ce qu'on peut faire souscrire des enfants, des enfants mineurs, donc de moins de 18 ans? On a beaucoup de demandes dans ce sens et on a beaucoup en effet de jeunes épargnants chez Quorum Life. Donc oui, c'est tout à fait possible. Très bien, merci. On va pouvoir passer aux perspectives 2021. Alors oui, 2021, nous sommes prêts. Alors, nous sommes prêts, vous allez peut-être me répondre pourquoi. Oui, heureusement, vous êtes prêts. Non, voilà, il faut admettre que 2020, on a beau se sentir maître de son destin et en tout cas avoir fait beaucoup de choses pour affronter d'éventuelles difficultés ou un éventuel contexte différent et même une crise. On ne s'attendait quand même pas à cette situation-là, donc une crise sanitaire. Le monde s'est fermé pendant quelques mois. Il est en train de se refermer, il s'ouvre, enfin bon bref. C'est quand même un contexte très particulier auquel les uns et les autres nous n'étions pas préparés. Les États n'étaient pas préparés, les entreprises n'y étaient pas préparées. Et donc on a affronté ce contexte-là avec nos forces et nos faiblesses. Donc pour Quorum, ce qu'on sait maintenant en 2021, c'est que voilà, maintenant on sait qu'il y a une crise sanitaire qui va se poursuivre. Alors peut-être d'ailleurs qu'elle va se poursuivre sous une autre forme. On parle d'une mutation du virus. On sait aussi qu'il y a un vaccin qui est apparu.
Voilà, donc on a tous appris de l'année 2020. On a tous appris de cette crise sanitaire. Nous, de notre côté, on a à cet instant une bonne visibilité sur la performance de nos fonds. Pourquoi ? Parce que nous aussi, on a enrichi notre expérience. Affronter du jour au lendemain une vague où 30% de vos locataires vous disent moi j'ai des problèmes et il va falloir m'aider sur les loyers, on sait la gérer mieux. C'était jamais arrivé depuis 2012. C'était jamais arrivé. Et je ne pense pas que quelqu'un, qui n'est pas dans le passé, quelqu'un qui était confronté à un tel problème. Et on voit qu'en 2020, on a su la gérer, donc on saura encore mieux la gérer en 2021. Et les difficultés, il y en aura encore en 2021. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne sera pas une année plus facile, ça sera une année aussi difficile. On va au niveau de Quorum Life lancer 2 nouvelles formules. Donc tout à l'heure, Jonathan vous présentait les performances des 4 profils. 4 profils existants. Là, on va lancer tu peux peut-être en dire plus, Jonathan ? Un nouveau profil qui s'appelle Essentiel et qui sera composé à 50% de notre SCPI d'origine, donc Quorum Origine, et à 50% de notre premier fonds obligataire BCO. Et ce profil sera disponible quand, Jonathan ? Il sera disponible, je l'espère, le plus rapidement possible et aux alentours de février. Okay. Et un autre profil qui a été aussi demandé par les épargnants, c'est un profil dans lequel on retrouve 100% de notre fonds obligataire BCO, qui, je le rappelle, essaye de préserver le capital et d'avoir une très faible volatilité. Et une performance sur la durée. Et une très belle performance sur la durée. Voilà, et puis Quorum, et ça c'est un petit peu notre histoire interne, va fêter ses 10 ans. Et donc nous avons l'ambition de poursuivre notre développement avec de nouveaux produits, comme vient d'évoquer Jonathan, et puis de nouveaux services, bien évidemment. Et enfin, on va continuer notre projet dans la voile, avec après cette frustration du Vendée Globe, où on a vécu un départ formidable en tête et une première semaine aux avant-postes, et puis un dématage qui a été douloureux, mais qui fait partie de la course. Mais voilà, on va continuer à porter les couleurs de Quorum dans le monde de la voile et la voile en solitaire, avec la participation à la course de l'Europe en 2021 et la Transat Jacques Vabre. Donc le bateau est entre les mains de Nicolas Troussel, son skipper. Et puis pour la Transat Jacques Vabre et les courses de l'Europe, il sera également épaulé par Sébastien Josse, qui nous rejoint et qui sera le co-navigateur avec Nicolas sur la Transat Jacques Vabre, qui est une transat en double. Et alors une question qui revient souvent, Frédéric, pourquoi finalement sommes-nous investis et sommes-nous présents dans le monde de la voile, justement ? Pourquoi cette participation au Vendée Globe ? Oui, alors je vais déjà d'abord apporter une précision. Ce n'est pas vous, épargnants, qui contribuez à ce projet. Non, c'est Quorum et ses collaborateurs, sont les actionnaires de Quorum, qui sont les dirigeants et les gérants de Quorum, qui financent ce projet. Et la réponse, tout à l'heure, Jonathan vous l'a apporté. Vous avez vu qu'on a un taux de retrait, de revente des parts qui est très faible, 0,35 en moyenne historiquement, 0,70 cette année en période de crise. Quand on voit ce qui s'est passé, même au niveau du marché des SCPI, et puis au niveau même des autres produits, notamment des produits actions. On a vu qu'il y a eu un retrait en masse de l'épargne qui a été plutôt se réfugier dans l'épargne de ce qu'on appelle de précaution, alors qui est moins rentable, mais où le capital est garanti, comme le livret A, comme l'assurance vie sur la partie fonds en euros, où le capital est garanti, mais avec des rendements qui sont inférieurs à 2%. Nous, vous êtes restés avec nous, vous avez continué à nous donner votre confiance, vous avez même continué à abonder en nous confiant encore plus d'épargne cette année, un peu plus de 500 millions d'euros. Voilà. Et pour avoir à la fois cette confiance et aussi pour permettre aux gens qui souhaitent revendre parce qu'ils ont besoin de liquidité ou qui veulent placer leur argent ailleurs, il faut qu'il y ait des clients qui soient là, il faut que les gens sachent que les produits Quorum sont des produits performants, il faut que l'entreprise soit connue. Vous avez fait l'honneur de nous rejoindre parce que vous avez à un moment ou à un autre entendu parler de nous, mais on comprend bien que si on reste qu'entre nous et que si l'entreprise n'est pas connue, ça va être très compliqué de continuer à lever de l'argent et également de pouvoir vous rendre liquide votre épargne. Et si vous avez besoin de sortir demain matin, eh bien tout ce projet de notoriété, le fait que notre marque soit de plus en plus connue du grand public, et ça a été formidable le 8 novembre, le jour du départ du Vendée Globe, il y a eu la marque Quorum qui est apparue aux yeux d'une grande partie de la France. Eh bien, ça va permettre dans l'avenir d'assurer à la fois l'équité et le développement de ces produits pour vous épargnants. Ok, merci beaucoup. Ça n'impacte pas du tout la performance des fonds. Oui, ça n'impacte pas la performance des fonds. Voilà. Et c'est aussi une façon de
de montrer aussi quelles sont nos convictions. Voilà, on est des gens qui s'engagent dans la durée, on est sur des projets long terme, on fait des choses qui sont audacieuses. Alors, il peut y avoir par moments des accidents, des problèmes. Voilà, ce dématage en est un. Il nous arrive aussi d'avoir dans les fonds des accidents, des problèmes. 30% de demandes de la part des locataires de réduction des loyers en début d'année, c'est un problème, c'est un sujet. Ben voilà, au bout du compte, on a réussi à le résoudre. Dans le Vendée Globe, ça s'arrête plus prématurément. Et pour autant, on est engagé sur le long terme dans ce projet. Ok, merci. Je pense qu'on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc je les reçois en live. Je veux dire en direct. En direct, pardon. Il y a une question qui revient assez souvent et on n'y a pas encore répondu pour le coup. C'est la communication sur nos performances. Parce sur Quorum Origine, nous avons communiqué sur une performance de 6%. Et des épargnants, des associés nous disent oui, mais je n'ai pas touché 6% sur mon compte. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cette performance et sur la partie fiscale peut-être? Très simplement, pour comparer une performance d'un produit financier et pour comparer tous les produits financiers, on parle toujours brut de fiscalité de l'épargnant. C'est-à-dire que chaque épargnant a une fiscalité différente. Si on prend un épargnant personne physique, si on prend une société, tout le monde a une fiscalité différente. Et donc, pour comparer, tous les produits financiers parlent avant cette fiscalité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 6%, qui est la vraie performance que l'on peut comparer. Exactement, que l'on peut comparer avec toutes les autres SCPI. Mais alors, comment on fait les liens avec le dividende net? Comment on fait le lien avec le dividende net? La SCPI, en fait, a payé un impôt dans chaque pays. En fait, c'est ça. En fait, la SCPI paye à votre place, à la place du client, de l'épargnant, la fiscalité dans chaque pays. C'est-à-dire qu'on évite que chaque épargnant aille payer de l'impôt aujourd'hui dans 13 pays sur Quorum Origine, dans 11 sur Quorum XL, etc. Donc elle paye à votre place l'impôt à l'étranger. Donc cet impôt, normalement, il est dû par l'épargnant. C'est pas l'impôt de la SCPI. C'est pas l'impôt de la SCPI. C'est l'impôt de l'épargnant. Personnel de l'épargnant. Et c'est la SCPI qui, entre guillemets, rend service à l'épargnant. Alors ça rend service aussi aux administrations fiscales de chacun des pays, qui au lieu d'avoir X milliers d'épargnants qui viendraient lui payer un petit bout d'impôt, elle est contente de parler à une SCPI. Mais donc il n'y a pas dans le compte de résultat de la SCPI de l'impôt. Non. C'est donc la trésorerie de la SCPI qui, par avance, paye l'impôt que doit l'épargnant. Et quel est l'intérêt de l'épargnant? Parce qu'ensuite, il est refiscalisé en France. Non, il n'est pas. Justement, les conventions fiscales font que l'épargnant n'est pas refiscalisé une deuxième fois. Elle prévoit effectivement d'effacer la double imposition. Exactement. Ok, donc ça vient bien. En fait, on vient payer avant finalement l'impôt qui est dû. L'impôt qui est dû, quand en France, il est payé après. Exactement. D'où ton raisonnement sur le fait qu'on compare un produit de placement en fonction de sa performance avant l'impôt que supporte chacun en fonction de son taux d'imposition. Et alors, sur le plan fiscal, c'est plus intéressant ou moins intéressant de payer l'impôt à l'étranger? T'es dur avec moi, Frédéric. J'aime pas aborder la fiscalité pour une simple et bonne raison, c'est que nos produits ne sont pas des produits fiscaux. C'est-à-dire qu'on ne met pas en avant un avantage fiscal. Mais force est de constater que la fiscalité à l'étranger est souvent plus faible au final que la fiscalité en France. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que la SCPI paye pour le compte de nos épargnants un impôt et que globalement, l'épargnant, il trouve un petit avantage, mais tu ne veux pas en dire plus. À chacun faire son calcul. À chacun faire son calcul, mais ça dépend de chaque contribuable en fait. Donc, déjà, l'épargnant économise 17,2% de prélèvements sociaux. Ah oui, c'est pas mince. Ouais. Rien que ça, et voilà, il peut en plus économiser derrière sur ses revenus, mais au minimum, il a une économie de 17,2%. Donc, en synthèse, on touche un dividende qui est amputé de l'impôt que la SCPI a payé pour moi à l'étranger, mais au global, si je devais payer le même impôt en France, j'en paierais plus. Donc, au bout du compte, une fois que j'ai payé tous mes impôts dans tous les pays, y compris en France, j'ai plutôt intérêt à recevoir un dividende qui vient d'un immeuble logé à l'étranger, pour lequel la SCPI a par avance payé l'impôt pour moi. Exactement. Merci messieurs, c'est très intéressant. On va devoir avancer un tout petit peu, donc merci pour ce point fiscal. On parle beaucoup du télétravail et de l'impact sur l'immobilier de bureau, que ce soit en France ou éventuellement à l'étranger. Frédéric, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que demain, on n'aura plus besoin de bureau? Alors, dans ta question, il y a deux questions. Et je pense que nos téléspectateurs, enfin les gens qui participent à ce webinaire, ont deux questions. La première, c'est sur le patrimoine existant, parce qu'il y a quand même beaucoup de bureaux dans nos SCPI. Et c'est en ça que nous, on a une approche de l'immobilier qui est très particulière.
Voilà, je vais peut-être en choquer certains derrière ces écrans, mais on entend souvent dire l'immobilier, c'est l'emplacement, c'est l'emplacement, c'est l'emplacement. Bon. Nous, depuis le début, on a toujours dit non, l'immobilier, ça n'a jamais été l'emplacement. L'immobilier, c'est le locataire. Parce qu'un immeuble sans locataire, ça ne sert à rien. Au mieux, il est vide, et il coûte de l'argent parce qu'il y a des charges dessus, parce qu'il faut l'entretenir. Donc, pour nous, c'est le locataire. Et on a considéré que l'immeuble de bureau, c'est avant tout le locataire. Donc ce qu'on achète, c'est des immeubles de bureau dans lesquels il y a des locataires qui sont engagés avec des baux très long terme. Hein, en moyenne, sur le SCPI, les baux sont de l'ordre de 8 ans. Ouais, 7 et 9 ans, voilà. Et donc on a acheté des baux avec des locataires dedans qui sont engagés sur le très long terme, donc en moyenne 8 ans. Et on va acheter des immeubles dans lesquels il y a des locataires solides, des grandes entreprises. Donc qui ont la surface financière, par exemple, pour affronter une crise sanitaire, et qui sont capables de payer leur loyer. Alors, je ne vous dis pas qu'au 15 mars, ils ne sont pas venus nous voir en disant « Ah, on arrête de payer parce que c'est le Covid et j'utilise plus les bureaux », sauf qu'il y a des lois, sauf que c'est des entreprises très riches, parce que ce sont nos grandes sociétés, et donc elles ont pu sans problème payer leur loyer. Donc ça, c'est pour le patrimoine existant. Et en fait, le fait qu'il y ait des baux très long terme, ça nous protège, parce que ces entreprises, évidemment, oui, il y a le télétravail, et évidemment, elles vont prendre des mesures. Le télétravail a amené de nouvelles habitudes de travail, et évidemment, elles vont se dire, bon, ben, entre un immeuble dans lequel je dois payer un bail parce que je suis coincé pendant 8 ans, puis un immeuble dans lequel je peux résilier demain matin, ben, ils vont résilier l'immeuble voilà, pour lequel il n'y a plus de durée de bail, pour lequel ils ont moins d'engagement. Donc sur le patrimoine passé, on est protégé. Et je vais répondre en plus qu'il y a des cycles, parce que la vérité de cet instant, à l'instant du télétravail, elle ne sera sans doute pas la même dans 5 ans. Il y a plein d'exemples dans le passé de sociétés, il y a 10, 15, 20 ans, des grandes boîtes comme IBM, qui sont passées en grande partie en télétravail, puis au bout de 5 ans, ils ont arrêté parce qu'on a besoin de liens sociaux et pour travailler, c'est plus pratique de discuter plutôt que derrière un écran. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième volet de la question, c'est formidable. Parce que l'immeuble qui valait 4%, puisque tout le monde a le même raisonnement en disant le télétravail, ça va poser des problèmes pour l'immobilier de bureau, très bien. L'immeuble qui valait 4, il ne vendra plus que 6. Donc ce qui ramenait 4% et que je payais 100 pour 4 de loyer, peut-être que demain, je ne vais l'acheter plus que 80. Donc le rendement va peut-être monter à 6 ou 5,5 ou 7, j'en sais rien. Donc je vais obtenir une meilleure rentabilité et je vais toujours aller acheter un immeuble dans lequel j'aurai un locataire solide qui sera engagé long terme sur le bureau. Donc j'y vois une opportunité. Donc on est beaucoup moins exposé, vos SCPI sont beaucoup moins exposés que les SCPI qui ont dit l'immobilier c'est l'emplacement, 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 parce qu'un immeuble qui est par exemple dans la rue dans laquelle nous sommes, plein milieu de Paris 8e, qu'on a acheté 4%, mais si vous avez un bail qui tombe demain matin et que ça vaut plus que 5%, vous avez perdu 25% de la valeur. Voilà. Donc il va y avoir... Non, je précise juste qu'on n'a pas acheté cet immeuble. On ne l'a pas acheté celui-là. Non, celui-là on ne l'a surtout pas acheté. Voilà, donc on a des vraies opportunités, on a un patrimoine qui est solide parce qu'on a des baux très long terme avec des gros locataires. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en 2021, on est confiant. Ok, merci. 2 dernières questions parce que l'heure tourne malheureusement. On n'a pas beaucoup développé sur l'immeuble qui a été acheté au Canada. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est un projet qui a pris un certain temps, hein? On a parlé d'études assez approfondies et ça s'est concrétisé à la fin du mois de décembre. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cet immeuble, sur son emplacement, la durée du bail éventuellement? Oui, alors il est dans les environs de Québec. On a un bail très long terme, je pense qu'il est proche de 20 ans. Proche de 20 ans, oui. Donc vous voyez, hein, quand on vous dit, voilà, quelque part, on assure la chaîne de loyer, l'immobilier c'est très bien, mais c'est avant tout le locataire, et c'est ce qu'a démontré cette crise. Hein. C'est le locataire qui fait la valeur d'un immeuble, et c'est le locataire qui paie les loyers qui crée la richesse, qui permet d'encaisser des loyers pour payer des dividendes. Et c'est vrai pour tous les investisseurs. Voilà, l'entreprise, c'est une grande entreprise pharmaceutique qui est spécialisée dans les pathologies féminines, et notamment sur des aspects viraux. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une biotech. Voilà, c'est une très belle boîte et c'est un immeuble usage mixte, activité, parce que dedans il y a ses laboratoires et en même temps il y a son siège social Monde. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc un dernier point, mais je vais me permettre d'y répondre. C'est une question sur Quorum Life et sur la possibilité de faire des versements programmés, donc un versement mensuel par exemple,
ou trimestriel. C'est ce qu'on avait commencé à faire sur nos SCPI depuis 2017 déjà. On avait été pionniers en la matière en permettant aux épargnants d'investir à partir de 50 € par mois tous les mois sur les SCPI. Et c'est possible également, donc je le dis aux quelques 3000 personnes qui sont connectées ce soir, c'est également possible sur Quorum Life où on peut mettre en place ces versements programmés à partir de 50 € par mois. Messieurs, est-ce que vous voulez conclure ? Jonathan ? Déjà, un grand merci de nous avoir suivis aussi nombreux. 2021 ne sera pas facile, mais on est, comme disait Frédéric, on est confiant sur les objectifs de nos différentes solutions d'épargne. Okay. Merci. Un dernier point, ce webinaire a été enregistré. J'ai cru comprendre que certains participants avaient eu des problèmes de son. Sachez que le replay sera disponible et vous sera envoyé dans les tout prochains jours. Dans la mesure où vous étiez inscrit, vous le recevrez automatiquement. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le revisionner si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Baptiste. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.